Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live, hein, IMT pour l'industrie du futur. Alors, je me présente, je suis Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom et je coordonne donc ce projet Interécole qui réunit donc plusieurs étudiantes et étudiants de nos divers campus pour explorer une gamme variée de sujets toujours liés à l'industrie qui englobe à la fois des aspects technologiques et des enjeux organisationnels et managériaux. Alors ce soir, avec trois de nos étudiants, nous allons donc voir d'un petit peu plus près le rôle émergent du jumeau numérique dans divers secteurs industriels, mettant en lumière autant ses applications potentielles que les défis associés à son adoption. Avec nos différents invités, nous allons discuter des opportunités offertes par cette technologie pour améliorer différents champs de l'industrie, conception, production, maintenance des produits, ainsi que des implications en termes de compétences et d'infrastructures nécessaires, mais aussi, on verra, la lente adoption finalement de cette technologie par les entreprises et plus particulièrement les plus petites d'entre elles. Alors, nous allons aborder ce soir ce sujet avec un regard croisé, comme nous les aimons bien dans ces émissions, entre des enseignants-chercheurs et des industriels. Alors, avec moi ce soir, donc, trois étudiants qui vont se présenter. Alors, d'abord, Emma. Emma, je te laisse commencer. Merci Martine. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Moi je suis étudiante à l'IMT Nord-Europe en dernière année et actuellement je suis en échange académique à l'Université de Durham en Angleterre dans un master énergie renouvelable et propre. Donc aucun rapport avec la thématique du live d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Emma. On passe également à Audrey. Je te laisse te présenter également. Bonjour à tous, donc je m'appelle Audrey Lechat, je suis en dernière année d'études à l'École des mines de Saint-Étienne et j'étudie les systèmes embarqués et l'automatique. Merci beaucoup, Audrey. Et enfin, Noah, également avec nous. Merci Martine. Donc bonjour à tous, je suis Nicolas et moi je suis actuellement en dernière année à l'ISTP, une école qui est rattachée aux mines de Saint-Étienne et je suis dans le cursus génie nucléaire. Merci beaucoup, Noah. Et quant à nos invités qui nous ont fait le plaisir aujourd'hui de nous rejoindre, nous avons donc Imed Bougzala, qui est directeur des formations initiales à l'Institut Mines Télécom Business School. Nous avons également avec nous Frédéric Grimaud, qui est responsable de la plateforme R&D Industrie du futur à l'ITIM Factory auprès de l'École des mines de Saint-Étienne. Également Damien Lamy, qui est professeur associé en génie industriel et efficacité énergétique. Et du côté des industriels, nous avons également Mathieu Vachette, qui est directeur France de la société Inoprod. Avec lui, nous avons Karine Jacot, qui est responsable du service Digital Twin, toujours chez Inoprod. Et enfin, David Lancette, qui est directeur BU Ingénierie chez DV Group. Voilà, donc avant de démarrer donc nos échanges, je voulais déjà inviter celles et ceux qui nous suivent à distance à poser vos questions dès lors que les premières prises de parole se lanceront, de manière à ce que nous puissions en fin d'émission pouvoir les traiter une à une et les poser à nos différents invités. Alors, on va commencer par notre petite capsule introductive qui sera animée ce soir par Emma et Imed. Voilà, donc je vous donne la main à tous les deux, hein. Merci Martine. Alors merci d'être venue pour ce live et d'animer la capsule introductive avec moi, Inès. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ainsi que votre école, s'il vous plaît? Merci Emma et merci pour cette invitation pour ce live. Donc moi je m'appelle Imed Bougzala et comme l'a dit Martine, je suis actuellement directeur des formations initiales à Institut Mines Telecom Business School, qui est une école en fait du groupe IMT, mais c'est la seule école de management parmi les sept, les huit, bon, avec IMTBS, ça fait huit, donc des écoles d'ingénieurs.
Alors, je suis en fait initialement un académique, donc je suis professeur en système d'information. Système d'information, c'est une en fait discipline entre l'informatique et le management. En fait, j'ai commencé par un diplôme d'ingénieur et une thèse en intelligence artificielle dans la fin des années 90. Et petit à petit, je suis intéressé à tout ce qui est usage en fait, des technologies, tout ce qui est prospective, en passant par aussi des projets en ingénierie des connaissances et des représentations en fait, de raisonnement. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur IMTBS? Donc, IMTBS, donc une école de management, c'est une école qui se trouve à Évry et cohabite sur le même campus avec Télécom Sud Paris. Peut-être elle est plus connue, c'est-à-dire dans le monde de l'ingénieur. Auparavant, on s'appelait, parce qu'on était fusionnés, on s'appelait Institut national des télécommunications, INT. Voilà. Merci Imet. Alors, en plus de tout ça, vous êtes également auteur de la chronique Intelligence digitale, les jumeaux numériques face l'avenir. On partagera, désolé, on partagera le lien après le live pour les plus curieux d'entre vous. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je suis dans la filière énergie-environnement, donc avant ce live, je ne connaissais pas du tout l'existence des jumeaux numériques. Depuis, j'ai un peu triché, j'ai rattrapé mon retard, notamment en lisant votre chronique. Mais est-ce que vous pouvez nous offrir un aperçu général de ce que sont ces fameux jumeaux numériques, s'il vous plaît? Alors, d'abord, parce que je parlais de la prospective, en fait, je m'intéresse depuis quelques années sur, c'est-à-dire une notion particulière qui est l'intelligence digitale. C'est une intelligence, en passant par l'intelligence artificielle, je me suis rendu compte que la plus importante des intelligences, c'est l'intelligence humaine. Et quand on dit intelligence digitale, c'est en fait cette capacité qui nous permet de savoir se saisir des technologies, quelle que soit leur évolution. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais c'est une notion qui date de plusieurs années. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus mature que lorsque moi j'étais en thèse. Demain, on parlera de la quantique, on parlera de smart DOS, on parlera de beaucoup de choses qui vont arriver, de l'humain 5.0, etc. Donc, dans cette chronique, donc à chaque fois, j'essaye d'aborder une thématique. Et comme les jumeaux numériques, c'est un concept au final, connu par les spécialistes, mais pas du tout, ou presque pas, c'est-à-dire connu par le grand public, je me suis dit, bah, je vais écrire une chronique déjà pour un peu vulgariser la notion, et puis de l'autre côté, un peu faire de la pub, parce qu'il y a des travaux au sein de l'IMT, il y a même une chaire qui est à l'IMT qui s'intéresse à ça et qui fait des choses intéressantes en termes de recherche. Alors, si on revient, donc je ne suis pas le grand spécialiste des jumeaux numériques, mais je connais un petit peu parce que, en fait, depuis les années 60, en fait, cette notion existe particulièrement à la NASA où en fait à chaque fois quand on lance un vaisseau spatial, donc on reproduit bah, la même chose, c'est-à-dire sur Terre, sa version terrestre, on va dire, pour en fait l'utiliser à des fins de simulation et pour que le personnel puisse en fait suivre plus en détail comment il va réagir, le matériel, les conditions de vie dans les vaisseaux spatials, etc. Donc en fait, après, ça a été, bien sûr, avec la maturité de cette technologie, ben, on commence à avoir des choses beaucoup plus, en fait, comment dire, connues du monde de l'industrie, mais aujourd'hui de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est alors comment dirais-je, ces jumeaux numériques ou digital twins, on appelle ça. Donc, c'est la copie en fait conforme et virtuelle de tout objet connecté en réalité, avec plusieurs avantages qui sont à la fois scientifiques, mais aussi économiques et écologiques. Donc, aujourd'hui, ça me paraît essentiel d'aborder cette notion dans l'industrie du futur, mais aussi dans les smart cities, parce que ça permet en fait de gagner beaucoup de choses en termes de simulation, de conception,
comment dire, d'anticipation sur le comportement d'un objet, etc. Alors, si vous voulez une définition que j'ai mis dans ma chronique, qui était plutôt donnée par IBM. Donc, un jumeau numérique ou digital est une représentation virtuelle d'un objet ou d'un système qui couvre son cycle de vie. Il est mis à jour à partir des données en temps réel et utilise la simulation, l'apprentissage automatique et le raisonnement pour faciliter la prise de décision. Et vous voyez dans cette définition, il y a la notion que le modèle, c'est-à-dire virtuel, bah, va refléter avec précision, c'est-à-dire l'objet physique. Ça peut être une éolienne, ça peut être une fusée, comment dire, euh, ça peut être aussi, je peux dire, ça peut être aussi un objet, c'est-à-dire quelconque dans l'industrie, ça peut être quoi aussi? Ça peut être, j'essaie de retrouver les notions les plus connues en fait en termes de jumeaux numériques. Euh, bon. Peu importe. Donc, voilà. Donc, chaque fois, en fait, dans cette notion-là, on va intégrer de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est apprentissage automatique, ça, on va utiliser aussi et réutiliser un certain nombre de données aujourd'hui pour, en fait, simuler ou créer des modèles de simulation numérique qui permettent en fait, de mettre à jour et de changer, c'est-à-dire plusieurs jeux de données qui permettent, en fait, de comprendre comment comment dire, l'outil ou l'objet va réagir dans son environnement. On utilise aussi de plus en plus la réalité donc étendue, donc à la fois la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc. Donc, ce système aussi, il apprend parce que en fait, il apprend dans son comportement pour en fait carrément même prévenir des pannes ou prévenir l'obsolescence de ses composants. Et il peut aussi permettre aussi comment dire, de détecter des pannes qui sont pas là mais qui vont arriver par la suite, etc. Tout à l'heure, je cherchais l'exemple du modèle thermique, par exemple, dans l'automobile, à qui on peut appliquer aussi le jumeau numérique. Donc, par exemple, on peut, avec des capteurs, je sais pas, analyser la pression, euh, la consommation, le niveau de l'huile, le nombre de tours par minute, ou on peut, en fait, comment dire, se rendre compte de l'usure de chaque pièce mécanique ou électrique, etc., etc. Donc, je ne sais pas si, il y a d'autres choses. Je pourrais encore, Emma, dire d'autres détails, mais ben, j'espère que vous allez m'arrêter quand je dépasse les, euh, les 10 minutes. Ah, merci beaucoup, c'est un timing parfait. D'accord? Bon, bah, c'est Merci beaucoup pour cette introduction et je vais passer la main à Audrey pour la suite des échanges. Merci Emma. Je vais maintenant un petit peu discuter avec Monsieur Grimaud. Donc merci déjà de nous avoir rejoints ce soir pour discuter du jumeau numérique. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter votre école, donc l'école des mines de Saint-Étienne, et votre domaine de recherche? Oui, bonjour. Donc, je suis Frédéric Grimaud, je suis professeur à Mines Saint-Étienne depuis un peu plus de 20 ans. Mon domaine de prédilection, c'est l'évaluation des performances des systèmes industriels. Mines Saint-Étienne, c'est une grande école d'ingénieurs généralistes avec une dizaine de diplômes et deux secteurs d'activité de prédilection, la santé du futur et l'industrie du futur. Voilà, et on aime bien dans ces deux thématiques-là amener les élèves à réfléchir sur les différentes transitions auxquelles font face les entreprises aujourd'hui, savoir transition numérique, transition industrielle, transition environnementale. Et comme c'est une école qui dépend de l'IMT et que l'IMT est rattaché au ministère de l'Industrie,
on a vocation à former les ingénieurs et les décideurs de demain. Et donc, il est important que toutes ces nouvelles technologies soient baignées également dans les organisations, dans le management et dans les approches sociétales pour faire de demain des ingénieurs responsables et innovants, puisqu'on va en avoir besoin vu les challenges qui s'ouvrent pour nous dans les années à venir. Voilà, et mon positionnement un petit peu plus particulier, et pour rebondir sur ce qui a été dit par Imed, donc je suis porteur avec des collègues d'Albi et d'Alès de la chaire Digital Twin for Industrial Systems, dans laquelle on retrouve également 3 industriels, Siemens, Pierre Fabre et Innoprod, représentés aujourd'hui par Mathieu, donc il pourra en dire quelques mots. Et donc, cette chaire industrielle, elle a vocation à réfléchir justement sur les grands challenges des jumeaux numériques. C'est un terme qu'on voit arriver depuis quelques années. Alors, c'est pas tout neuf, hein. Ceux qui ont un peu de bouteille vous diront que voilà, on fait la révolution, hein, tous les 30 ans, 40 ans, on reprend les mêmes choses. Et ce qui fait la différence, en fait, c'est l'évolution technologique, l'évolution de l'informatique qui fait qu'aujourd'hui, la connexion entre le monde réel et le monde virtuel, le détail de la modélisation qu'on peut avoir du monde virtuel sont incommensurables par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Je parle là des IoT, on y reviendra tout à l'heure, de tout ce qui est effectivement modèle d'intelligence. Il y a l'intelligence artificielle et puis il y a tous les modes, on va dire, d'intelligence autres que l'on peut mettre dans un jumeau numérique. Voilà, et donc ces jumeaux numériques, à l'École des mines de Saint-Étienne, eh ben, on essaye de les appliquer au système industriel, mais pas que. Hein, on a également des collègues qui travaillent sur les aspects bâtimentaires, environnementaux, énergétiques. Donc c'est une thématique très très large, puisqu'on y reviendra sans doute à travers tes questions. L'usage est au cœur du jumeau numérique et on commence généralement par là. Voilà, donc prof à Mines Saint-Étienne dans le domaine des jumeaux numériques, de l'évaluation des performances et comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, également responsable d'une plateforme qui s'appelle Item Factory et qui permet à nos élèves et nos industriels de pouvoir venir tester tous ces marqueurs forts de l'industrie du futur. Merci pour cette introduction. Imen nous a déjà donné en introduction une bonne définition du concept de jumeaux numériques. Est-ce qu'avec votre expérience, notamment peut-être tournée un peu plus vers l'industrie, vous pouvez développer ce concept et peut-être proposer une classification des différents types de jumeaux numériques? Oui, alors je vais rebondir sur ce que je viens de dire. Pour moi, un jumeau numérique n'a pas de sens comme ça dans l'absolu. Il répond à un besoin et ce besoin, aujourd'hui, pour les industriels, c'est les différents usages. Alors, il y en a 3 essentiellement des usages. Il y a des usages d'évaluation du système réel. On a envie d'apprendre dessus, de savoir comment il se comporte à travers des indicateurs de performance. Il y a des usages d'optimisation, on va vouloir optimiser le système en lui-même. Et puis des usages, on parlait d'humain 5.0, de formation des opérateurs, des personnes qui travaillent dans le système. Donc ces jumeaux numériques dans les systèmes industriels, ils vont nous permettre de répondre à ces 3 gros usages, on va dire, d'évaluation, d'optimisation ou de formation. Alors, une fois qu'on a dit ça, comme l'a dit Imed, en fait, un jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'un système réel connecté avec ce système réel. Alors, il y a différentes définitions, hein. On peut avoir une connexion bijective, donc dans les 2 sens, le jumeau se nourrit de la réalité et la réalité se nourrit du résultat du jumeau numérique. Donc là, il y a toutes ces difficultés également à prendre en compte. Et puis, en termes d'application de ces usages, on va le retrouver aux différents niveaux, on va dire, d'un système industriel. Le premier niveau, c'est au niveau des produits. Aujourd'hui, on va avoir des jumeaux numériques du produit en lui-même. Je suis en train de définir une pièce sur ma CAO. Et bien, ce modèle de CAO va devenir un jumeau numérique s'il est capable de se nourrir d'informations qui sont dans ce qu'on appelle un PLM, un Product Life Cycle Management System. Et à partir de ce jumeau, on va pouvoir y appliquer de l'intelligence, par exemple des calculs de structure, de force, d'effort, de manière à apprendre sur le système et à éviter de faire tous ces essais pour de vrai sur des vraies pièces. C'est là où l'aspect environnemental arrive aussi.
hein. Si je parle d'une voiture, par exemple, il est quand même moins cher aujourd'hui de faire un crash test virtuel sur une machine que d'envoyer une Clio ou une 208 dans un mur, une vraie voiture bourrée de capteurs dans un mur. C'était pas le cas il y a 30 ans, c'était l'inverse. C'était moins cher d'envoyer une voiture dans le mur que de faire des calculs avec des ordinateurs. Aujourd'hui, ça s'est largement inversé. Donc, d'un point de vue environnemental aussi, c'est extrêmement intéressant de pouvoir utiliser ces jumeaux pour faire des tests de crash virtuels sans générer des produits, des déchets, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier niveau produit. Le deuxième, il va être au niveau des machines qu'on va trouver dans un système industriel. Aujourd'hui, on a des jumeaux numériques qui permettent de faire ce qu'on appelle du virtual commissioning, c'est-à-dire de la mise en production virtuelle avec des jumeaux qui vont nous permettre de tester les codes des automates, par exemple, les interactions entre les capteurs et ces automates et la mécatronique de la machine, de regarder les efforts des moteurs qu'on va mettre sur une machine. Donc ça, c'est une autre typologie de jumeaux plutôt au niveau de la machine. Un troisième niveau, on va être au niveau de l'îlot de production où on peut avoir plusieurs machines avec un bras robotisé, par exemple, qui va déplacer des pièces d'une machine à une autre. Et cet ensemble-là, eh ben, il va faire un seul ensemble dans le système industriel et on doit rendre les choses cohérentes et faire en sorte que le robot ne percute pas un autre robot quand il va être en déplacement, que la machine est bien dans le bon état quand le robot va arriver pour prendre la pièce. Et tout ça, c'est également des jumeaux numériques assez spécifiques dans lesquels on va pouvoir reconstituer le fonctionnement, le cycle de fonctionnement d'une cellule de fabrication. Et puis un autre niveau de jumeaux numériques, ça va être au niveau des flux, au niveau de l'organisation du système industriel, où ces différentes cellules, elles vont interagir avec des objets logistiques, des chariots, des Fenwick, des opérateurs qui vont déplacer, mais également ce qu'on appelle aujourd'hui des AGV, des AMR, avec des modèles automatiques de déplacement. Et donc ça génère des flux, des stocks, des attentes. Et donc, on a également toute une collection de jumeaux numériques. C'est ces jumeaux, d'ailleurs, qu'on développe plus particulièrement dans le cadre de la chaire que j'ai présentée, qui permettent de se poser des questions, d'évaluer, d'optimiser ou de former sur l'organisation industrielle. Et puis, je terminerai par un dernier exemple, une dernière typologie, c'est ce que j'appelle moi les jumeaux numériques data. C'est-à-dire que sur tous ceux qu'on a eu avant, en fait, on a une modélisation à un moment donné, modélisation physique, mécanique, industrielle du système. Là, sur ces jumeaux numériques data, en fait, on va venir récupérer de la donnée de partout, parce qu'aujourd'hui, la donnée est extrêmement présente et on est capable de la remonter assez facilement. Et à partir de cette data, on va essayer d'apprendre au fonctionnement du système. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on regarde aujourd'hui dans la chaire industrielle pour justement faire des alternatives à des modèles qui sont souvent longs à construire parce qu'il y a de la modélisation, il y a beaucoup de données et puis de règles de gestion, de décisions à intégrer. Et on a des modèles aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et à d'autres modèles d'intelligence, de pouvoir essayer de recomposer le fonctionnement d'un système à partir de la donnée. Donc voilà, je parlais tout à l'heure d'usage et de typologie. Ce que je viens d'indiquer, en fait, ça fait appel à des jumeaux numériques très différents. On parle d'une CAO, d'une machine, d'une cellule, d'une organisation, de la data. C'est les mêmes volontés après d'évaluer, d'optimiser ou de former sur ces différents objets, mais les jumeaux numériques eux-mêmes, technologiquement, vont être extrêmement différents. Ce qui fait une richesse, on va dire, dans le monde du jumeau numérique aujourd'hui et des métiers qui se cachent derrière, extrêmement intéressant, mais aussi un petit peu déroutant pour les entreprises, notamment les PME ou les petites entreprises qui ont du mal justement à sélectionner les premiers usages et les premiers jumeaux numériques qui pourraient leur servir. Voilà, je pense que j'ai essayé de répondre à ta question avec différentes typologies de jumeaux numériques et puis les différents usages qu'on peut avoir dans ces jumeaux numériques. Merci beaucoup. En effet, c'était très clair. Vous avez mentionné à la fin de votre discours que les PME sont peut-être un peu déroutées par cette technologie. Donc j'en déduis que c'est peut-être difficile aujourd'hui pour elles d'avoir accès aux jumeaux numériques. Est-ce que vous pensez que, en effet, c'est difficile d'accès pour l'instant? Et est-ce que, à l'avenir, il pourrait y avoir un moyen de démocratiser cette technologie? Alors,
je vais faire une réponse en deux parties en disant qu'aujourd'hui, c'est difficile aussi pour les grandes structures pour différentes raisons. En fait, aujourd'hui, les grandes structures, elles ont tellement de données, elles sont tellement grosses que c'est assez difficile pour elles de faire le ménage dans les données dont elles ont besoin, parce qu'après, il faut les maintenir, il faut les récupérer. Et la notion d'usage dont je parlais aujourd'hui est quelque chose qui est encore pas forcément si répandu que ça dans les grandes entreprises non plus. Donc, elles ne sont pas confrontées sur des problématiques technologiques parce qu'elles ont les clouds, les plateformes IoT pour faire tout ça, mais elles ont quasiment trop de choses et donc du coup, elles sont un peu perdues par rapport à tout ce qu'on peut faire. Si on regarde du côté des PME, ben, une PME aujourd'hui n'a pas les capacités à avoir en interne des gens qui ont ces compétences, que ce soit sur un jumeau produit ou machine ou organisationnel, et donc elles sont obligées d'aller chercher cette compétence à l'extérieur sur des cabinets d'ingénierie. Et aujourd'hui, la difficulté, et Mathieu y reviendra sans doute, c'est que la conception d'un jumeau numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez long et qu'il faut arriver, c'est les challenges que l'on regarde au niveau de la chaire, à réduire ce temps de conception de manière à ce que quand on a besoin d'un jumeau numérique, ça ne mette pas 3 mois, 4 mois, 5 mois à sortir un premier modèle qui fonctionne parce qu'entre-temps, ben, l'entreprise, elle a évolué, elle est partie sur, elle a fait des choix. Et donc, les challenges, c'est vraiment d'être capable déjà de faire comprendre aux PME que ça existe. Donc, c'est le but aussi de la sensibilisation des plateformes que l'on crée, nous, à Mines Saint-Étienne, qu'elles sachent que ça existe, à quoi ça peut leur servir, et ensuite, quelle est la méthode et vers qui elles peuvent se tourner pour créer ces jumeaux numériques. Et la deuxième grande difficulté, après, c'est de le maintenir, ce jumeau numérique. Une fois qu'on l'a créé, en essayant de le faire le plus rapidement possible, il faut maintenir en condition opérationnelle ce jumeau numérique. Et là, c'est une autre affaire. Parce qu'en fait, le système industriel, il évolue tous les jours. Il y a des machines qui tombent en panne, on rachète d'autres machines, il y a des hommes qui partent, il y a des produits qui changent. Et donc, ça veut dire que le monde physique, il avance à sa vitesse normale, et le monde virtuel, il doit suivre également cette évolution. Et ça coûte aussi très cher. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une PME doit être capable de vraiment faire le choix, on va dire, du caillou dans la chaussure qui l'embête le plus, d'être très efficace sur la construction de ce modèle et d'avoir anticipé le fait que ce modèle, à un moment donné, il va falloir le maintenir et de trouver par rapport à ça l'écosystème qui va lui permettre de faire ça. Donc, il y a des personnes comme Innoprod qui vont aider, par exemple, l'entreprise à construire le modèle, mais il faudra aussi des gens pour capter la donnée, des gens pour aller dans le système d'information et récupérer cette donnée, la stocker. Et puis, à travers l'usage, il va falloir également définir, et là je reprends un peu l'aspect managérial, c'est qu'un jumeau numérique qui sert à personne, eh ben, ça sert à rien. Donc, au bout du bout, ce jumeau numérique, il doit servir à aider une personne, un système, une organisation pour justement améliorer les choses. Donc, je donnerai juste un exemple, pas dans le milieu industriel, hein, mais justement dans le monde de l'environnement et de l'énergie, ça fera plaisir à Emma. Aujourd'hui, on voit arriver des jumeaux numériques très très simples pour tout le monde. C'est des applications, alors EDF, GDF, ainsi de suite, qui, grâce à des objets connectés comme les compteurs Linky, par exemple, permettent de remonter de la donnée toutes les 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes sur ta consommation énergétique. Et donc, tu as sur ta page qui apparaît sur ton smartphone, ben, la consommation énergétique de ta maison quasiment en temps réel et tu peux en faire une analyse. Et à partir de là, tu peux comparer ce que toi, tu pensais être ta consommation de ta maison et puis ce qui se passe dans la réalité. Et d'être capable de piloter comme ça ton système en disant, bah voilà, oula, j'ai beaucoup consommé de chauffage cette nuit, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben, il y a peut-être des radiateurs qui sont restés ouverts, je vais aller les fermer. Voilà, on est sur des choses extrêmement basiques, mais on est dans ce cercle vertueux où j'ai un système réel, j'ai un jumeau qui se connecte au système réel et qui me renvoie des informations. Et même avec des informations, on va dire, assez basiques, on arrive à faire des choses extrêmement intéressantes. Et ça, aujourd'hui, des entreprises dans le domaine de l'énergie peuvent facilement gagner 20 ou 30% de leur consommation grâce à des jumeaux numériques qui permettent d'afficher ce qui se passe et d'en avoir une vision un petit peu éclairée. Voilà un exemple tout bête de jumeaux numériques. Pour venir aux PME, bah déjà, si elles sont capables de mettre en place ces premières boucles vertueuses
sur l'énergie, sur la consommation d'eau, sur les flux, sur certains stocks. Euh, Ça va leur permettre de faire ce qu'on appelle des preuves de concept, des preuves de valeur, et ensuite d'être capable de reprendre ces différentes preuves de valeur et de les affiner, de les améliorer, de les augmenter, et ensuite ben, peut-être de passer à l'échelle au-dessus et de se dire, ben, j'ai peut-être à ce moment-là besoin d'une plateforme avec des IoT pour faire converger toutes ces données, mais maintenant je sais de quoi j'ai besoin, et surtout je sais comment utiliser les résultats de ce jumeau pour prendre une décision. Merci beaucoup pour cette réponse, c'était très clair. Je vous remercie pour notre échange. Je vais maintenant passer la parole à Noah et David Lancé. Merci. Merci Audrey. Donc bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, présenter également votre entreprise et votre domaine d'activité, s'il vous plaît? Voilà. Donc, je suis David Lancé, je suis responsable de l'ingénierie chez DV Group. DV Group, c'est une entreprise familiale de à peu près 250 collaborateurs, répartis en France, mais aussi en Europe, notamment en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Benelux. Un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros pour l'année dernière, avec une projection et une belle croissance pour l'année prochaine. On prévoit à peu près 10% de croissance. 55 ans d'expérience, donc une entreprise familiale qui aujourd'hui est spécialisée dans l'ingénierie, la maintenance et le contrôle pour nos industriels dans la partie électrotechnique, donc entraînement, drive and motion, en fait, chez nos clients. Moi, je m'occupe plus particulièrement de l'ingénierie. Donc, dans l'ingénierie, ben, je coiffe pas mal d'activités. Donc, une activité drive, large drive, donc entraînement à vitesse variable, donc pour nos industriels, de la métallurgie à la pharmacie, voilà, de tout type de drive. La partie motion control, donc où là on est aussi sur de l'entraînement, mais on va dire cadencé, donc des sectionnels, des machines d'emballage, des choses très pointues en termes de cadencement. Bien sûr, tout ça c'est fédéré par l'automatisme. Aujourd'hui, sans automatisme, on fait plus grand-chose, hein. Je veux dire, donc voilà, donc on a un beau noyau, une belle cellule de développement automatisme. De la commande numérique. Donc, vous voyez, c'est assez vaste, hein. Commande numérique, donc c'est essentiellement des commandes numériques Siemens. Et il y a quelques années, on a développé toute l'activité robotique qui prend un essor assez important, en tout cas sur la France. Donc on en est extrêmement content. Et tout ça, évidemment, bah, aujourd'hui, on vient d'ouvrir notre département digital. Et dans cette partie digitale, effectivement, on a des expériences sur la partie jumeaux numériques et également analyse de la data, analyse énergétique, ce que Monsieur Grimaud parlait tout à l'heure. Voilà. Euh, Selon vous, quels sont les bénéfices concrets de l'implémentation pour les illustrer? Alors, j'ai eu un petit problème de micro, mais je pense avoir compris votre question. Alors, pour revenir à la partie jumeaux numériques, déjà, je voulais vous situer, c'est nous, effectivement, par rapport aux différents types de jumeaux qui étaient présentés par Monsieur Grimaud, nous, on est plutôt sur l'intégration de jumeaux numériques sur la machine physique et son automatisme. Donc ça, c'est pour remettre le contexte. Donc, effectivement, on a réalisé donc concrètement, un certain nombre de projets chez nos industriels, nos clients. Les bénéfices, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, il est surtout sur la partie avant-projet. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement la validation d'un concept mécatronique, validation d'une technologie, validation d'un temps de cycle, d'une productivité. Donc c'est aussi un côté très rassurant pour le chef de projet, c'est de dire bon voilà, je vais pouvoir faire tel investissement et je vais pouvoir aller au bout parce que j'ai pu valider la conception de ma machine. On va pouvoir bien sûr faire aussi tout ce qui est dimensionnement de la machine et donc bah, quelque part aussi valoriser et mettre un budget sur la machine en question. Donc la partie avant-projet, je dirais c'est aussi une garantie pour le chef de projet quelque part, hein. C'est un élément important pour lui, c'est pouvoir dire à sa direction, mais demain effectivement le projet, l'investissement qu'on va réaliser, on va pouvoir y aller à son terme et dans le cahier des charges défini.
La deuxième partie que je vois qui est vraiment importante, on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est la partie commissioning, donc virtual commissioning, où là, bah, chez nous, évidemment, on va pouvoir tester toute notre programmation, toute notre partie imagerie, toutes les lois de fonctionnement, mais aussi toutes les sécurités de la machine. C'est-à-dire, bon, voilà, on va pouvoir s'affranchir tranquillement à notre bureau d'études, quelque part, de l'ensemble des fonctionnalités de la machine. Donc ça, c'est important. On va pouvoir discuter de l'ergonomie, on va pouvoir en discuter avec nos clients, de voir comment ça a été conçu, de pouvoir leur faire manipuler quelque part la machine et donc pouvoir déjà l'optimiser sans l'avoir créé. Donc ça, c'est un énorme avantage. On va pouvoir simuler des cas de dysfonctionnement. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la voiture, du crash test de la voiture. Bon, bah là, effectivement, on va pouvoir faire de la casse. Ça coûtera pas cher et ça permettra de voir comment la machine va réagir au niveau de sa sécurité, au niveau de, bon, voilà, de l'environnement de la machine. Diminuer des risques aussi en termes de casse mécanique, de collision, vérifier des temps de cycle et pouvoir aussi travailler sur l'optimisation de la mise en service réelle de la machine. On va pouvoir aussi travailler sur la fiabilité, c'est-à-dire bah, tout ce qu'on va pouvoir débugger au bureau d'études, c'est le temps qu'on passera pas sur site et on va pouvoir donc fiabiliser au maximum nos programmes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le troisième volet, je dirais, il est plus d'ordre, je l'ai regroupé en disant formation et service. Donc, effectivement, dans un premier temps, c'est la manipulation des opérateurs. Donc, forcément, c'est extrêmement intéressant de pouvoir former les opérateurs avant que la machine soit terminée sur le site. Donc, ça va on va pouvoir appréhender le séquentiel. On va pouvoir, quelque part, pour la direction, c'est important de former ces équipes, donc de pouvoir le faire en amont. Bon, je dirais, c'est aussi une clé de réussite du projet. Ça peut être aussi des corrections de bugs, c'est-à-dire que bah, dans les réalisations qu'on a faites, on a pu mettre en avant des problèmes de séquencement ou des choses comme ça on a pouvoir rectifier au niveau de la cellule, au niveau du bureau d'études. Euh, Ça va être aussi faire vivre le jumeau numérique et donc effectivement par la suite pouvoir y apporter des modifications, des améliorations donc tout ça en temps masqué, sans perte de production. Et puis effectivement, lorsque on est arrivé à maturation, qu'on a trouvé l'optimisation qui va bien, à pouvoir l'injecter le- sur la machine en réel. Et puis un dernier point qui est aussi important, la partie marketing, la partie communication avant-vente, c'est de pouvoir aussi maqueter, on va dire, des projets pour pouvoir aussi attirer nos clients et leur dire, ben voilà, telle machine va fonctionner comme ça et on va pouvoir, pour dire, voilà, c'est un instrument, on va dire, d'avant-vente pour capter nos clients. Donc voilà au niveau des bénéfices que moi j'en tire. Noah. Oui, merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des difficultés rencontrées lors de la création en fait, d'un jumeau numérique et des risques aussi lors de la Oui. création? Alors il y en a. C'est là aussi bon, l'intérêt d'en discuter avec vous. En tout cas, nous, on en a rencontré un certain nombre. Bon, voilà, bien sûr, on les a résolus, mais malgré tout, il faut en prendre conscience. Bon, le premier, c'est plutôt d'ordre technologique, c'est plutôt au niveau des capacités de traitement des machines. Donc, il y a eu une évolution très sensible depuis ces dernières années. Mais c'est vrai qu'au tout début, hein, puisque c'est pas il y a quelques années, on avait des capacités de traitement gourmandes. Euh, Nous, sur la machine, ben, on fait tourner des commandes numériques, on fait tourner des automates, des IHM, donc beaucoup de traitement de données, ce qui fait qu'on a eu dans un premier temps des ralentissements. Et donc, on n'arrivait pas à aller à la cadence voulue de la machine. Donc, c'était un peu gênant parce que, effectivement, il y avait un décalage, une désynchronisation entre la réalité et la machine. Bon, depuis quelques années, tout ça revient un peu dans l'ordre. On a des capacités de calcul, de traitement bien plus rapides, et puis aussi des logiciels qui ont évolué. Et donc aujourd'hui, on va dire c'est plus trop une contrainte. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Euh, Concernant la deuxième, on va dire, difficulté rencontrée, c'est plus autour de la méthode. C'est-à-dire aujourd'hui, créer un jumeau numérique sur une machine qui est déjà existante, c'est quand même assez lourd en termes de temps de développement. Et donc, ce
qui est important, c'est de pouvoir créer, on va dire, un jumeau numérique dès le départ, dès la conception, de pouvoir, dès le cahier des charges, mettre en place, que ce soit au niveau matériel ou méthode, les outils qui vont bien de façon à optimiser le temps de création du jumeau numérique. Donc ça, c'est important. On a des cas concrets où effectivement, sur des machines existantes, c'est quand même un peu plus lourd à mettre en œuvre. Et le troisième point qui était vraiment pour nous peut-être le plus compliqué et celui sur lequel on n'aborde pas forcément la chose, c'est la partie relationnelle. Parce que mettre un jumeau numérique, c'est déjà collaborer entre différents bureaux d'études, hein, que le bureau d'études mécaniques, bureau d'études d'ingénierie, et puis aussi la maintenance, les travaux neufs chez le client. C'est aussi peut-être remettre en cause un certain nombre de standards, d'habitudes, de façons de faire. Et donc, à un moment, on va venir un peu basculer, enfin, on va venir un peu chahuter les bureaux d'études en disant, bah oui, mais nous, quelque part, on va peut-être remettre en cause, en fait, une façon de faire. Donc ça peut être une problématique. Et c'est pour ça qu'on a besoin, dès le départ, d'avoir l'adhésion de toute l'équipe, des équipes de maintenance, mais aussi des équipes d'ingénierie. Et souvent, on l'a quand même avec l'appui de la direction. C'est compliqué de ne pas avoir la direction qui vient nous appuyer, en tout cas au niveau du lancement du projet. Et rapidement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui pourrait en fait accroître l'utilisation des jumeaux numériques? Alors, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est effectivement là où il y a un intérêt très fort, c'est sur des machines ou des lignes qui sont vraiment à très forte valeur ajoutée, dans lequel le temps d'arrêt, il est extrêmement cher. Donc, à partir de là, le jumeau numérique va permettre d'optimiser les temps d'arrêt. Et donc, par rapport à ça, la contrainte prix, quelque part, elle est, je ne vais pas dire dérisoire, mais il y a certaines machines, une journée d'arrêt, c'est 250 000 euros de production. Donc, quelque part, le jumeau numérique a tout son sens sur ces machines-là. Euh, Nous, à notre niveau, notre objectif, c'est sur les machines neuves, c'est de pouvoir dire à nos clients, écoutez, on va réaliser le jumeau numérique pour le même prix. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix, il n'y aura pas d'augmentation tarifaire. C'est à moi et à mes équipes de challenger mon projet pour que globalement, je puisse, au travers du jumeau numérique, gagner en temps de développement et quelque part de proposer aux clients un jumeau numérique, je ne vais pas dire gratuit, mais sans surcoût. Et c'est en tout cas notre objectif au niveau de DV Group, c'est de pouvoir mettre ça en œuvre pour pouvoir démocratiser et quelque part convaincre nos clients de passer le pas, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais concrètement, il y a quand même peu encore de projets avec jumeaux numériques. Voilà. Merci beaucoup, David Lancet. Je vais pouvoir repasser la main à Audrey. Merci. Donc maintenant, je vais discuter un petit peu avec Mathieu et Karine, donc qui viennent d'Inoprod. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez un petit peu vous présenter vos activités et présenter Inoprod aussi, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Vas-y. Vas-y, ouais, on va laisser celui-là. On va faire comme ça. Bonjour à tous, donc Karine Jaco, je suis responsable du service Digital Twin. Et donc, j'ai une formation d'ingénieur en génie industriel et j'ai eu, on va dire, 8 ans d'expérience dans l'industrie, un interlude en restauration et j'ai rejoint Inoprod en juin dernier. Et moi, Mathieu Vachette, je suis directeur France d'Inoprod depuis l'été dernier et j'ai également eu un parcours dans différentes entreprises de fabrication, soit industrielles, soit très manufacturier, artisanales, dans des fonctions d'appui à la production, de gestion de production, mais aussi de support méthode. Voilà. Alors, ça, c'est pour nous. Inoprod, que fait Inoprod? Donc Inoprod, on a une PME, on est 35 personnes réparties en France, à côté de Clermont-Ferrand, en Suisse à Lausanne et au Canada à Montréal. Et depuis 13 ans,
Inoprod aide ses clients industriels ou fabricants dans leur transformation. Et quand on parle de transformation, c'est essentiellement anticiper les risques, améliorer leur performance ou piloter leur process de fabrication. Et pour ça, on s'appuie sur le métier d'ingénieur au sens complet du terme, c'est-à-dire que c'est lui qui doit imaginer une solution à un problème donné, souvent une solution parfois qui n'existe pas, ou une solution nouvelle. On utilise comme force particulière les outils digitaux. Donc, on a évoqué beaucoup de systèmes de jumeaux numériques. Inoprod intervient, par exemple, pour valider des CAO, donc en calcul de dimensionnement mécanique. Mais on intervient également sur de l'aide pour des conceptions de machines, également, sur des virtual commissioning. Et c'est surtout de ça dont on va parler ce soir, on intervient sur des jumeaux numériques de flux. Initialement, on appelait ça des modèles de flux, mais on pourra peut-être préciser la différence avec les jumeaux numériques. On a de plus en plus de clients qui évoquent ce souhait d'avoir plutôt des jumeaux. Voilà. Je te laisse peut-être ta parole si tu veux compléter, Karine. C'est bon? Peut-être. Enchaîner. D'accord, voilà. Merci pour cette introduction. Vous venez de me dire que vous vous appuyez principalement sur des ingénieurs. Donc, ça tombe bien, on est le public cible puisque les écoles de l'IMT forment des ingénieurs. Quelles compétences en particulier il faut selon vous pour créer un jumeau numérique? Il y a plusieurs compétences qu'il faut avoir. Tout d'abord, il faut avoir une bonne compréhension de ce que le client souhaite faire et veut faire pour créer un jumeau numérique. Comme l'a dit M. Grimaud tout à l'heure, un jumeau numérique seul n'a pas forcément d'utilité. Il faut vraiment l'axer sur un usage et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce jumeau numérique. Donc, il faut avoir une bonne compréhension du besoin du client, avoir une bonne compréhension du process industriel dans le cas d'une étude de flux, enfin d'un modèle de flux, pour pouvoir bien le retraduire derrière dans la modélisation. À côté de cela, donc, on a également des capacités de modélisation qu'il faut avoir. Il faut avoir une bonne compréhension de comment on peut manipuler la donnée, parce que comme l'a aussi évoqué M. Grimaud et aussi M. Lancet, la donnée est clé. Et parfois, comme on a pu le voir chez nos clients, la donnée n'est pas forcément très ordonnée, ni même des fois disponible, ni même existante. Donc il y a un gros travail qui est demandé à nos équipiers pour aider nos clients à structurer leurs données et à les retraduire on va dire en éléments qui nous permettent de modéliser derrière et de retraduire leur comportement pour que le jumeau soit le reflet de fonctionnement réel de l'entité qu'on veut modéliser, que ce soit un atelier ou une usine. Donc, ça revêt des compétences assez variées, surtout qu'il y a pas mal de secteurs qui peuvent être touchés par ce type de modèle. On peut intervenir dans plein de domaines différents. Alors, Frédéric Grimaud en a cité quelques-uns, David aussi. Un peu volontairement, je vais en citer 3 ou 4 qui peut-être peuvent sortir de l'ordinaire, mais bon, nous, si on se spécialise sur les flux, dans la discussion de ce soir, on peut évoquer des flux dans des unités de fabrication. Ça, on peut éventuellement le concevoir, se dire quel est le dimensionnement de mes encours, quelles sont les machines, quelles sont les règles de planification, de choix dans mes flux que je peux décider. Mais on peut aussi avoir des choses un peu plus complexes. On peut travailler, par exemple, parfois sur des flux inter-usines.
avec la problématique de est-ce qu'il vaut mieux que je fabrique tout dans une usine, tout dans une autre, ou au contraire que je sépare en deux les activités, avec les problématiques de transport externe qui se posent. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être évoquées. On peut aussi travailler avec des jumeaux numériques de flux sur purement du transport de marchandises. Voilà, cette fois-ci à l'extérieur des sites. Euh, Là, on peut se poser des questions sur voilà, des flux, peut-être dans des chantiers de construction de grande ampleur à ce moment-là. Mais on peut avoir aussi, et c'était quelque chose qui était une étude un peu rafraîchissante pour l'équipe, on peut avoir des flux de personnes parfois. On a travaillé sur une cantine un jour pour optimiser les flux de passage à la caisse et aux différents stands. Donc on peut avoir un certain nombre d'applications. D'autres points, ça peut être des flux, par exemple, dans les hôpitaux, des flux sur les patients, sur le traitement des personnes. Quelque chose qui a été évoqué déjà plusieurs fois. Une fois qu'on a monté le jumeau numérique de flux, il faut bien savoir à quelle réponse on veut s'adresser, mais on a la possibilité de se dire bah, telle machine, tel équipement, tel convoyeur, il va consommer telle énergie quand il est en mouvement, quand il est en arrêt, quand il est en stand-by, en attente, etc. On peut définir des courbes de chauffage, de montée en température. Et en fait, si vous mettez tout ça sur les différentes machines et que vous modélisez votre flux de production, peut-être que le site industriel, à ce moment-là, vous pouvez plus uniquement surveiller sa consommation énergétique, mais la prévoir. Et ça peut être très intéressant parce que vous pouvez vous poser des questions. Moi, j'ai l'exemple d'un client industriel qui s'est posé la question de sa consommation énergétique avec des problématiques d'heures creuses et qui s'est dit est-ce qu'il vaut mieux que les opérations qui sont les plus coûteuses, il y avait en fait des problématiques d'extrusion, donc de des machines qui ont des moteurs qui consomment assez fortement de l'énergie. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse mon extrusion des matériaux les plus compliqués la nuit? Comme ça, je consomme moins d'énergie électrique, donc je réduis ma facture d'électricité. Euh, ou est-ce que je considère que je vais trop perdre? Parce que réserver la nuit uniquement pour faire ce genre de matériaux, ça impose d'avoir des dimensionnements de stock d'encours qui soient différents, ça impose un fonctionnement différent de la production et des contraintes d'ordonnancement. Et là, avec un jumeau numérique, on peut caler les deux scénarios et regarder lequel est le moins impactant ou lequel est le plus rentable en fonction des contraintes spécifiques de l'industriel. Ça demande, vu la diversité de toutes ces études, une certaine agilité et une certaine adaptabilité en termes de compétences en face pour pouvoir s'attaquer à ce type de développement. Ouais, donc en fait, il faut être curieux, quoi. Voilà. C'est peut-être le mot d'ordre. Voilà. Curieux et rigoureux dans la modélisation. Merci pour cette réponse. Peut-être que certains de nos spectateurs se reconnaîtront dans ce profil. Vous m'avez mentionné précédemment que vous adaptez les jumeaux numériques au modèle de flux. Qu'est-ce qui, selon vous, diffère des modèles de flux faits à la main plus classiques que l'on rencontre aujourd'hui dans l'industrie? Il y a plusieurs types, on va dire, de modélisation, de modèles de flux qui existent. Plus généralement, on a plusieurs types de simulations et de modèles. Il y a la première chose, on va dire, un premier modèle qu'on peut avoir, c'est un modèle, on va dire, statique qu'on a tous fait à un moment ou à un autre. C'est le modèle Excel qui peut représenter un flux, mais de manière statique. C'est-à-dire qu'on voit comment ça fonctionne, on peut modéliser le fonctionnement d'une usine dans un modèle Excel pour, par exemple, faire des dimensionnements capacitaires au niveau d'une usine. Là, quand on va parler déjà de flux, on va commencer à faire une modélisation qui vient en dynamique. Donc, on va commencer à pouvoir voir des choses que l'on ne peut pas voir en statique. Si on dimensionne un plan de production peut très bien fonctionner en statique et dire que j'ai la capacité pour faire. Et en réalité,
j'ai ma place de stockage qui est pleine, et en dynamique, je vais le voir, alors qu'en statique, je ne vais pas le voir. Et ensuite, là ici, c'est un deuxième, on va dire, palier, où là, on va regarder la différence entre un modèle qui est statique et un modèle qui est dynamique. On vient parler ensuite, par rapport à ce modèle de flux, on va parler de jumeaux numériques. Là, on va venir parler de l'actualisation des données qui viennent alimenter le modèle de flux. La grosse différence qu'on a entre un modèle de flux, on va dire plus classique, qu'on utilise pour faire des études et répondre à des questions que nous soumettent nos clients, c'est que là, un modèle un jumeau numérique, il est là pour répondre régulièrement aux sollicitations, aux questions du client. Il doit être connecté d'une manière ou d'une autre à la réalité, c'est-à-dire qu'il est alimenté à intervalles réguliers, à une fréquence adaptée, à une maille de données adaptée à l'usage qu'on veut en faire. Et c'est on va dire, la différence fondamentale qu'il y a entre un modèle de flux qu'on va exploiter, dire one shot, et un jumeau numérique qu'on va venir utiliser dans la durée, comme dont a parlé M. Lancé, et de dire qu'on doit avoir des problématiques de maintenance qui entourent le jumeau numérique pour qu'il se colle toujours à la réalité, et en tout cas au fonctionnement qu'on vise à répliquer en numérique. Peut-être pour compléter, si on revient à l'histoire et la genèse des jumeaux numériques, jusqu'à relativement récemment, il était très coûteux d'avoir un jumeau numérique, à la fois parce qu'on avait des capacités de calcul, et ça, M. Lancé l'a bien dit, qui étaient un peu limitées, à la fois parce que les données n'étaient pas disponibles. C'est encore le cas dans beaucoup d'industries. Ce qui voulait dire que la seule manière qu'on avait de réfléchir à nos capacités et de réfléchir au projet d'évolution d'une ligne de fabrication ou d'un process, c'était de faire du calcul moyenné, donc du calcul statique. Aujourd'hui, les industriels ou les producteurs qui sont capables d'utiliser la flux dynamique vont se limiter beaucoup plus les risques, parce qu'on va tenir compte de tout ce qui peut être conflit d'utilisation de ressources. Voilà. Karine a évoqué les encours. Effectivement, on peut avoir des machines qui, en moyenne, font le même volume, mais s'il y en a une qui travaille 2 fois plus vite mais tombe 2 fois plus en panne que l'autre, en fait, elles ne vont pas du tout produire le même type de production sur une journée ou sur une période déterminée. Mais on peut avoir aussi des problèmes sur les compétences. Et ça peut être un cas assez intéressant pour les entreprises. C'est que le jumeau numérique, on peut lui dire, bah voilà, mon équipe, la vraie, en fait, c'est ça. Et du coup, je vais avoir 5 personnes disponibles ce soir. Est-ce que ça va réussir à tourner ou pas? Ou en fait, j'en ai que 4. Parce que il y en a un qui est en congé, et celui qui est en congé, d'ailleurs, il a telle et telle compétence, donc il faut que je me débrouille avec les autres. Quelle va être la performance que je vais avoir? Évidemment, si c'est du jour pour le lendemain, c'est un petit peu tard. Mais par contre, quand on commence à s'y prendre quelques semaines à l'avance, à ce moment-là, on peut étudier la capacité à donner des congés ou alors anticiper des besoins de recrutement, de formation, de polyvalence. Voilà. Quelques éléments sur ce que peuvent apporter des jumeaux numériques dans des prises de décision. Donc, on a parlé un petit peu d'énergie, on a parlé un petit peu de formation, compétences, polyvalence. On a parlé de dimensionnement d'encours. On peut parler de choix d'ordonnancement et de planification. C'est un petit éventail. Merci pour ce petit éventail. Euh, donc, si j'ai bien compris, le jumeau vit un petit peu avec l'entreprise, avec l'industrie. Du coup, j'imagine que votre travail ne s'arrête pas une fois que le jumeau a été vendu au client. Qu'est-ce qu'il devient en fait une fois qu'il a été intégré à l'entreprise? Oui. Déjà, comme vous l'avez bien dit, il faut qu'il soit intégré à l'entreprise, et c'est très important de ce côté-là. Un jumeau qui ne vit pas, comme l'a dit M. Grémont et M. Lancé, il ne reflète plus la réalité. Donc il y a tout on va dire, un processus qui doit être mis en place côté client également pour garder le jumeau en vie. Et ça passe par des processus pour maintenir les données à jour,
et aussi maintenir le modèle à jour. Et ça, ce n'est pas gratuit et tout le monde, toutes les entreprises ne peuvent pas forcément se permettre de mettre cette maintenance-là en place. D'une part parce qu'il y a des problèmes de coût, hein, ça coûte cher aujourd'hui encore. Et après, il y a aussi des problèmes de compétences. Est-ce que les personnes ont la capacité dans l'entreprise de maintenir et faire de l'analyse de données, de faire de la modélisation, de la simulation. Aujourd'hui, ce sont encore des métiers qui sont relativement nouveaux et dont on n'a pas encore beaucoup poules, de viviers pour alimenter ces besoins en compétences. En fait, ce point sur qu'est-ce qui devient après, l'idéal, c'est qu'il soit traité avant. C'est-à-dire que pour une entreprise qui veut se lancer dans l'aventure des jumeaux numériques, il faut vraiment se poser la question de manière très précise de pourquoi faire et aussi qu'est-ce que ça va me rapporter. Qu'est-ce que j'envisage que ça pourrait me rapporter. Parce que si cette réflexion-là n'est pas menée et n'est pas un peu démontrée, avec un vrai consensus dans l'entreprise et qui passe par effectivement une direction notamment qui est complètement convaincue, à ce moment-là, il y aura une difficulté pour tenir à jour le jumeau parce que ça coûte un peu de ressources, ça coûte de l'argent. Pour certaines entreprises, on va avoir besoin de travailler sur la donnée avec des data analystes, mais des fois, c'est des métiers à temps plein. Maintenir le jumeau, si jamais on est sur une entreprise qui fait bouger son flux de production très souvent, elle peut faire appel à un partenaire extérieur, mais nous, on est très contents hein, chez Innoprod de mettre à jour les modèles des clients. Mais il y a un moment où il faut quand même avoir la compétence chez soi si on veut être vraiment autonome sur le sujet, quoi. Du coup, c'est dès le départ que ça se pose. Et ce qu'on constate quand même assez souvent, c'est que les entreprises, en fait, elles commencent par nous demander un modèle. Le POC, dont parlait un tout petit peu Frédéric, hein, qui était euh, une manière d'aborder le sujet, c'est ouais, je voudrais vérifier que ta simulation dynamique, ça va m'apporter quelque chose sur tel point. Je demande un modèle, on l'installe, on voit ce que ça nous a permis de gagner. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Très bien. Peut-être dans un premier temps, ça suffit. Et peut-être qu'un jour, je vais m'apercevoir que ce modèle, j'aimerais quand même bien qu'il tourne en continu. Voilà. Mais il y a vraiment une évolution et une transition dans les démarches des entreprises. Merci. Ceci conclut nos échanges. Merci encore pour m'avoir accordé votre temps. Je vais maintenant passer la parole à Noah. Merci Audrey. Je vais donc pouvoir maintenant interroger Damien Labi. Donc, déjà, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez vous présenter et parler un petit peu de vos activités, s'il vous plaît? Oui. Alors moi, je suis enseignant-chercheur en génie industriel à l'école des mines de Saint-Étienne et je travaille plus particulièrement à l'optimisation et à l'évaluation des performances de systèmes de production avec des contraintes additionnelles orientées vers la durabilité des systèmes, donc les problématiques que sont problématiques économiques, environnementales, sociétales. Et donc ces sujets sont abordés au travers de différents cas et de problématiques industrielles qui bénéficient d'apports en termes d'outils algorithmiques et de simulation et de leur évolution et de l'intégration au travers des jumeaux numériques notamment. Quelle est la place des jumeaux numériques dans la communauté scientifique? Oui, alors on voit au travers des différents échanges qu'on a tous des visions assez particulières du jumeau numérique. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur ce sujet-là aujourd'hui, avec de nombreux acteurs académiques, industriels, et chacun y va de sa contribution. On a une multiplicité aujourd'hui de définitions du jumeau numérique, même s'il y a des petites similitudes par-ci par-là. Il est important de travailler une convergence en fait au travers de travaux académiques, industriels, ou au moins une interopérabilité des travaux qui sont conduits. C'est pas si évident. Le Digital Twin Consortium, par exemple, a proposé une définition assez générique de ce que doit être un jumeau numérique. Et à l'échelle nationale, on a aussi des questionnements à ce sujet-là, avec d'autres initiatives qui ont vu le jour, comme celle de l'AIF, l'Alliance Industrie du Futur, qui a été à l'origine d'un groupe de travail sur la thématique des jumeaux numériques.
Donc c'est un groupe qui a vu le jour il y a quelques années. Et le groupe a permis à des industriels et des universitaires de se réunir et de travailler ensemble à, à la formalisation d'une définition des jumeaux numériques qui a été diffusée au travers d'une... Ah, vous m'entendez pas? Si, c'est juste que votre Allô? micro Si, si. grésille un petit peu. Ok. C'est un Ah, petit bon. problème de Ah, branchement, je crois. ah, désolé. Donc j'en étais où? Ah oui. Et donc le groupe de travail a participé à la rédaction d'une brochure qui est accessible en ligne. C'est un groupe qui est aujourd'hui ouvert, toujours ouvert, et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de placement de produits. On est plusieurs industriels, plusieurs académiques qui sont impliqués dans ce groupe-là. Et on essaye donc de, de, de rester suffisamment haut niveau sans faire de placement de produits, alors on pourrait facilement le faire. Et cette définition, on en a parlé, elle est la définition à laquelle on a convergé, elle est tirée par les cas d'usage, justement. Par le terrain, l'idée, c'était aussi de démystifier un peu cette technologie, ce concept. Donc, on a mené beaucoup d'entretiens avec des industriels de tous bords, hein, aéronautique, automobile, pharmaceutique, en agriculture, pour essayer de trouver un peu les dénominateurs communs et proposer une définition orientée vers l'industrie et ses différents secteurs. Et on voit bien que malgré ce travail, ben, il y a encore d'autres besoins qui apparaissent et on doit continuer à essayer d'alimenter cette définition tout en essayant de pas en faire non plus une chimère et quelque chose qui reste un peu cohérent et facilement compréhensible. Ok. Merci et désolé de vous avoir interrompu, c'était pas mon intention. Pas de souci. Quels travaux sont envisageables dans l'avenir pour les jumeaux numériques? Bien, au sein du groupe, notamment, on a deux sujets en cours. À la suite de la brochure, un des premiers sujets a concerné le- en fait, avoir une définition du numérique, c'est bien, mais comment on fait concrètement? Et on travaille à la définition de schémas d'implémentation, là encore tirés par des usages et des cas concrets pour essayer de proposer une sorte de feuille de route ou des outils, en tout cas, qui pourraient aider des PME, des TPE à passer le pas et à se projeter un peu plus facilement sur cette technologie. Un autre sujet qui nous prend aussi beaucoup de temps, euh, c'est les enjeux environnementaux et l'utilisation des jumeaux numériques pour essayer de diminuer l'impact des activités, des systèmes de production, de l'industrie et des entreprises. Donc, c'est des travaux qui sont activement menés aujourd'hui au sein de la communauté de manière générale. On le voit au travers aussi de la chaire jumeaux numériques portée par l'IMT et d'autres industriels. Et donc, on travaille au sein de l'AIF dans la même philosophie que pour la brochure, à essayer de voir les cas concrets sur le terrain pour essayer aussi d'alimenter la pensée collective autour de ces problèmes-là. Et alors, un des sujets qui est arrivé assez rapidement, bah, c'est l'impact du numérique lui-même associé au jumeau numérique, parce qu'on ne peut pas non plus le passer sous silence. Et donc, c'est un sujet aussi qu'on souhaite adresser au sein de la communauté, parce qu'un jumeau numérique qu'on appelle toutes les secondes aura certainement pas le même poids en termes d'usage qu'un jumeau numérique ou qu'un outil de simulation qu'on appellerait une fois toutes les semaines ou une fois pour dimensionner un système et puis y toucher pendant un certain temps. Et ces démarches-là, en fait, elles s'inscrivent aussi dans le cadre d'un contexte réglementaire, hein. Les entreprises vont devoir présenter dans les prochaines années une comptabilité environnementale. Donc, on voit des thématiques comme le CSRD, des choses comme ça. Et le jumeau numérique et l'impact du numérique dans son ensemble, des activités, il y aura probablement sa place, très certainement sa place. Et donc, c'est un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence non plus. Donc, des travaux au sein de enfin, des travaux concernant la façon de mettre en œuvre ces jumeaux numériques et l'impact environnemental, l'apport de ces jumeaux numériques pour les systèmes de production, réduire leur consommation d'énergie, leur empreinte environnementale et l'impact du jumeau numérique pour avoir une vision systémique de ces deux objets-là. J'ai essayé Très bien, d'être court. merci. Mais du coup, merci beaucoup pour ces réponses, Monsieur Lamy. Je profite de ce petit temps de parole pour indiquer que si des gens ont des questions, c'est le moment de les poser afin que les différents intervenants puissent y répondre.
Alors moi déjà, j'avais une petite question en écoutant attentivement vos différentes interventions. Je me demandais, de par vos expériences respectives, quelle est votre connaissance finalement du ou des secteurs industriels qui actuellement finalement bénéficiaient le plus de l'adoption du jumeau numérique et quelles étaient surtout aussi les perspectives d'avenir pour cette technologie pour qu'elle soit le plus étendue dans d'autres secteurs. Mais en tout cas, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez relevé comme secteur industriel où le jumeau numérique était le plus présent? Je vais prendre le début. Faut bien Voilà. choisir. L'info un qui se lance. Mm. Euh, je pense que David a évoqué une partie de la solution. Ce sont les secteurs pour lesquels le coût d'une erreur sont les plus importants. Et notamment, souvent, on parle d'erreurs qui va générer du temps. Voilà. Euh, donc, on va trouver des dispositifs qui marchent sur des chaînes de montage pour lesquelles on gratte des problématiques de temps d'arrêt. Donc là, on va avoir de l'automobile. Euh, on peut trouver ce type de choses lorsqu'on est sur des flux, par exemple, de pièces à forte valeur unitaire, mais qui ont des contraintes process, par exemple, je pense des fois à des opérations de traitement de surface sur lesquelles, si vous laissez dans la marmite un peu trop longtemps, vous allez avoir un problème sur votre pièce et donc avoir un coût significatif. Voilà, je vois essentiellement ça, c'est-à-dire soit cadence relativement significative et des industries qui ont quelque chose d'assez standardisé, processé avec des données, euh, soit une valeur vraiment forte sur leurs pièces. Et peut-être un troisième type d'acteurs, ce sont des acteurs qui ont prévu de l'investissement. Souvent, l'investissement dans cette nature-là, c'est dans la plupart des cas de la hausse de volume. On est on commence à initier un cycle de réindustrialisation du pays qu'on voit survenir. Je crois que ça fait quelques années, peu d'années, qu'il y a plus de projets de création de sites industriels qu'il y a de destruction. Ouais. Et en fait, maintenant, les acteurs qui cherchent à créer un site industriel, comme pour beaucoup d'industries, ça n'a pas été très fréquent. Ils cherchent à se rassurer. Et donc, ils vont d'abord créer un modèle de flux et puis s'apercevoir au fil du projet qu'en fait, le modèle, ils aimeraient bien le garder et donc le transformer en jumeau. Voilà. C'est peut-être les trois natures d'acteurs que je vois majoritairement. Ce qui est logique, effectivement. Et autre question qui me venait en vous entendant, c'est qu'effectivement, quand on parle de jumeaux numériques, vous l'avez tous souligné, hein, il y a beaucoup ça repose sur beaucoup de données qui circulent. Qui dit données dit également problématiques liées à la sécurité, voire à l'éthique. Comment effectivement on va dire ces enjeux-là peuvent être aussi pris en compte dans la conception de jumeaux numériques? C'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, on commence à travailler avec un de nos clients sur des connexions, on va dire, en para-pays pour que le jumeau soit alimenté directement depuis les systèmes d'information du client. Et donc, on se heurte à des questions donc, forcément de confidentialité, de comment on doit sécuriser les données. Donc, il y a de la mise en place d'architecture et de tokens, de jetons pour garantir la confidentialité. Il y a des problématiques de login de SSO qu'on met en place également avec les clients. Et donc ça, c'est ce qu'on on voit aujourd'hui en termes de travaux actuellement, c'est comment on arrive à sécuriser le mode de communication entre deux systèmes d'information qui ne sont pas forcément ne font pas forcément partie du même réseau. Il y a également après, au sein même de l'entreprise cliente, il y a eu un travail sur la
confidentialité de ces données également. Et quelle information, de savoir quel est le juste niveau d'information dont le jumeau a besoin pour fonctionner et qui ne met pas en péril les données sensibles, qui ne met pas en lumière les données sensibles du client et qui notamment lui apporte un avantage stratégique, etc. Et ça, c'est un peu des réflexions qui ont lieu, on va dire, côté données, plutôt que d'une part côté client, sur la réflexion autour de la sécurité, de la confidentialité des données qui peuvent être exposées. Et après, il y a toute on va dire, la partie plus technique, comment j'assure la protection de mes données quand je la fais communiquer avec des jumeaux qui sont potentiellement pas sur le réseau de mon entreprise. Ça, c'est ce que nous, on voit aujourd'hui. La question est très vaste. C'est clair. En tout Ouais, cas, je peux merci peut-être beaucoup. juste amener Oui, oui, Frédéric. Ouais, pour répondre, pour compléter la réponse sur ta deuxième partie de question, un élément de réponse se situera peut-être dans les nouveaux protocoles qui vont être hébergés sur la 5G. On en a parlé lors d'un autre live, Exact. mais qui amènent quand même des protocoles et de la cybersécurité, que ce soit en interne ou inter-entreprise. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions à comment faire communiquer des jumeaux numériques, parce qu'on a parlé d'un jumeau, mais il peut y avoir des jumeaux qui communiquent les uns avec les autres. Comment on les fait communiquer en toute sécurité. Et la 5G peut être un élément intéressant. On a d'ailleurs un projet qui va démarrer normalement, et je vois que dans les participants, il y avait une personne de ce projet-là, mais qui a dû partir sur le métaverse 5G et comment on met en place justement ces jumeaux numériques, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la communication autour de la table et on décilote tout ça pour arriver à répondre à une bonne question. Et sur ta première question, comme le disait, il me semble, c'est Lavoisier, hein, tout ce qui est compliqué est inexploitable et tout ce qui est simple est faux. Et donc, si on veut qu'il y ait une utilisation, une démocratisation des jumeaux numériques, il va falloir travailler à ce juste milieu, proposer on voit de plus en plus dans les cabinets de consulting un peu stratégiques, arriver la notion du X avec le jumeau numérique, hein, d'expérience utilisateur et d'interface homme-machine qui sont vraiment la clé du succès pour justement amener le bon outil pour le bon usage à la bonne personne avec la bonne temporalité. Voilà, tant qu'on n'aura pas ça, ça va rester des outils d'experts. Et la vraie démocratisation, c'est quand on se rendra même plus compte qu'on est en train d'utiliser un jumeau numérique parce que ça fait partie de la vie, comme aujourd'hui, on a une montre connectée, un téléphone ou autre chose. Une appropriation finalement naturelle et logique un petit peu dans les manières de fonctionner d'une entreprise. Tout à fait. Ok. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce live et moi, je voulais simplement déjà vous remercier infiniment pour votre participation, vos interventions qui nous ont quand même bien permis de nous rendre un petit peu compte de ce que c'est qu'un jumeau numérique et de l'avancée également majeure hein, pour l'industrie qu'il peut aussi représenter parce que effectivement, on l'a vu, ça offre des possibilités incroyables pour peu effectivement qu'on prenne en compte toute sa dimension. Et donc voilà, donc je voulais avant de conclure également ce live vous inviter avant de nous quitter à répondre à un petit questionnaire hein, de satisfaction qui nous permettra simplement de nous améliorer pour les fois prochaines et ensuite aussi vous donner rendez-vous le 28 mars prochain puisqu'on sera là en direct de Global Industry, hein, ce grand salon qui est consacré à toutes les technologies de l'industrie du futur. Donc, on sera en direct de ce salon à 14 heures avec nos étudiants en format hybride pour traiter cette fois-ci d'un autre sujet. Ce sera quel rôle ont les startups industrielles dans la transformation de l'industrie traditionnelle, hein, puisqu'on le sait que ces jeunes entreprises innovantes, elles jouent souvent un rôle essentiel en introduisant de nouvelles technologies
et en favorisant agilité et en stimulant aussi tout ce qui est compétitivité dans des secteurs qui sont souvent un petit peu, notamment dans les grands groupes, hein, souvent dominés par voilà, par ces acteurs un petit peu installés depuis longtemps. Donc on verra un petit peu mieux comment les deux finalement interagissent et comment les unes peuvent profiter des autres et vice-versa. Voilà. Et pour conclure, je vous dirai également que le replay sera disponible dès demain matin, voilà, sur la chaîne YouTube de l'IMT. En tout cas, vous aurez communication de ce lien pour toutes les personnes qui se sont inscrites ce soir à notre live. Voilà. Un grand merci donc à chacun de vous pour vos contributions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Bonne soirée.